La jeune femme dans l'avion a découvert une chose étrange, l'avion avait clairement décollé depuis un long moment. Mais il volait toujours au-dessus d'une région de forêt vierge infinie. Elle n'avait pas encore eu le temps de demander à la hôtesse de l'air quand ils arriveraient qu'elle entendit soudain un bruit venant de l'extérieur de la cabine. Puis les rotors de l'hélicoptère se sont soudainement arrêtés. À ce moment-là, le pilote dans le cockpit avait également complètement perdu son sang-froid. Il s'est avéré que suite à une perte de signal GPS, l'avion avait perdu son cap et était devenu un cerf-volant sans tête. Et le carburant était maintenant épuisé, le seul espoir était la radio, mais personne ne répondait. Le pilote, désespéré, n'a pu que prendre son téléphone et commencer à filmer un testament. « Cordelia, ma chérie, c'est moi. » Puis l'avion a commencé à chuter de manière incontrôlable, mais heureusement, le pilote avait servi dans une compagnie aérienne russe. La cabine des passagers a donc été conservée assez intacte, tout le monde n'a eu que des blessures légères et rien de grave. Mais la hôtesse de l'air, qui n'avait pas eu le temps de s'asseoir, s'est brisé le cou dans la violente secousse, sa vie s'est brisée et il n'y avait plus d'espoir. Ensuite, tout le monde s'est levé pour vérifier la situation du pilote. Mais en ouvrant la porte, ils ont vu une branche d'arbre plantée dans sa poitrine, il était clairement en danger de mort. Au moment où tout le monde discutait de la manière de sauver le pilote, le moteur, qui était tombé en panne auparavant, a commencé à fumer blanc puis a pris feu de manière incontrôlable. Gabriel, sentant l'odeur, a immédiatement ouvert la porte de la cabine, et tout le monde s'est dépêché de la suivre pour s'échapper. Les deux personnes dans le cockpit n'ont pas eu le temps de s'occuper de la blessure du pilote. Ils ont directement et brutalement retiré la branche d'arbre plantée dans sa poitrine, c'est ainsi qu'ils ont pu sauver le pilote. Au même moment, Gabrielle, la première à s'être échappée, n'a pas pensé à éteindre le feu, mais s'est dépêchée d'ouvrir le compartiment à bagages pour y chercher ses affaires. Heureusement, il y avait encore des personnes lucides dans l'avion. Sonia a pris l'extincteur et a couru à temps pour éteindre le feu. Bien qu'elle ne comprenne pas ce qu'il y avait de si important dans la valise de Gabrielle, elle n'avait pas le temps de réfléchir profondément à ce moment-là. À ce moment-là, à l'exception de l'hôtesse de l'air qui était décédée dans l'accident, il restait 9 personnes. Elles étaient toutes comme des mouches sans tête, ne sachant pas où elles se trouvaient. Les téléphones portables, bien sûr, n'avaient pas de signal ni de positionnement GPS. Pire encore, il faisait extrêmement étouffant, ce qui a rendu Travis gravement malade et il toussait sans arrêt. Lisa, voyant cela, a rapidement pris une bouteille d'eau minérale et l'a donnée à son mari. Mais après une gorgée, il a réalisé qu'il devait économiser les ressources. Cependant, Lisa, optimiste, pensait que le gouvernement était sûrement au courant et était probablement en route pour les secourir. Mais la pensée de certaines personnes était complètement opposée. Sonia pensait que l'équipe de secours aurait du mal à trouver cet endroit rapidement. Il devait d'abord tout préparer. Ayant dit cela, elle avait l'intention de sortir d'abord le corps de l'hôtesse de l'air pour éviter que la décomposition du corps dans cet environnement étouffant ne rende tout le monde malade. Voyant cette scène, Amy, effrayée, a enfoui sa tête dans la poitrine de son petit ami. Mais peu de temps après, elle a entendu un petit bruit dans la forêt. Elle a immédiatement tourné la tête mais n'a rien vu, seulement des feuilles mortes qui rendaient l'endroit encore plus étrange. À ce moment, Sonia a commencé à rassembler les fournitures restantes. Lisa, craignant qu'elle ne cache quelque chose, a prétendu vouloir aider à surveiller, ce qui a rendu Sonia méfiante. À ce moment-là, le pilote s'était réveillé, et chose étrange, la première chose qu'il a dite était d'affirmer que l'accident n'était pas de sa faute. Et à ce moment-là, il avait lancé un appel à l'aide. Mais ne voyant personne répondre, il ne savait pas si quelqu'un avait reçu le signal de détresse. Voyant l'autre partie souffrir énormément, Cora a demandé à Kevin, le médecin, d'examiner la blessure. « Qui vous a dit que j'étais médecin ?» Il s'est avéré qu'auparavant, lorsque l'hôtesse de l'air est décédée, seul Kevin avait dit par réflexe que la victime était morte d'une fracture vertébrale. Or, de tels termes techniques ne sont généralement connus que des médecins. Voyant cela, Kevin a dû admettre qu'il avait été médecin. Il a ensuite commencé à évaluer la blessure du pilote. Actuellement, il ne souffre pas d'hémorragie interne entraînant des convulsions, donc la blessure a certainement évité les organes vitaux. La raison pour laquelle il respire rapidement ne peut donc être due qu'à une compression pulmonaire provoquant un pneumothorax. Alors, pouvez-vous l'opérer ? Non, je ne peux pas. Un pneumothorax pourrait lui être fatal, mais une chirurgie dans ces conditions non stériles le tuerait par infection. Après avoir entendu cela, tout le monde est resté silencieux, ne pouvant que s'asseoir et attendre les secours. À ce moment-là, Cora a dit que la nuit était encore longue et que tout le monde pourrait se présenter. Au moins, en cas de situation comme celle du pilote, ils pourraient s'entraider. Ensuite, il s'est présenté en premier. Il a dit qu'il était enquêteur en assurance. Actuellement, trop de gens provoquent délibérément des accidents pour frauder l'assurance. Sa responsabilité est donc de trouver les événements anormaux dans les accidents. Ainsi, il préserve les biens de la compagnie d'assurance. C'est aussi la raison pour laquelle il a pu déduire astucieusement le passé de Kevin. Cora venait de finir son travail et s'apprêtait à en prendre un autre. Après l'avoir écouté, Kevin a plaisanté en disant que Cora avait peut-être découvert un secret inavouable, et que l'autre partie avait provoqué cet accident pour le tuer. Cependant, Cora a ri et a dit qu'il avait déjà soumis son rapport en partant. Même si c'était le cas, il était déjà trop tard. Amy et Gian sont un couple de jeunes mariés. Gian gère de nombreux motels le long des routes. Ils avaient déjà une vie aisée et voyageaient maintenant à travers le monde pour en profiter. Sonia a écouté et a dit qu'elle aussi voyageait autour du monde. Mais concernant son travail, elle ne voulait pas en dire beaucoup, et elle a même dit à tout le monde de s'occuper de leurs propres affaires et de ne pas poser de questions indiscrètes. Voyant l'atmosphère un peu tendue, Kevin a rapidement enchaîné en disant qu'il avait été médecin. Mais en raison d'un accident médical, il a perdu sa licence et il fait maintenant la navette entre le Guatemala pour le commerce d'import-export d'équipements médicaux.
Finalement, ce fut le tour de Gabriel, qui avait un comportement étrange. Il s'agit de certains costumes et accessoires, car le masque et le costume sont l'essence du lutteur. C'est pourquoi il a risqué sa vie pour sauver ces choses. Jacques a dit que la situation actuelle n'était pas très optimiste. En raison de son travail, il a une pensée très discrète. Il avait auparavant inspecté l'avion et découvert que le GPS ne fonctionnait pas. Il est probable que l'équipe de secours ne sache même pas où ils sont tombés. De plus, dans le poste de copilote, il y avait quelques cartes en papier. Se pourrait-il que, ayant perdu son chemin, le pilote ait choisi de voler par les instruments? Mais si c'est le cas, une autre question se pose. La trajectoire de vol d'un avion est généralement fixe. Pour réduire les coûts, les compagnies aériennes ne mettent généralement que la quantité de carburant nécessaire pour assurer le vol. Alors, pourquoi le pilote savait-il que le carburant était insuffisant et a-t-il quand même emprunté la trajectoire de vol de réserve? Les analyses de Jacques étaient toutes logiques, ce qui a éveillé des doutes dans l'esprit d'Amy. Elle a demandé à Jacques comment il connaissait tant d'informations. Jacques a expliqué qu'après le crash de l'avion, le moteur a soudainement pris feu. S'il y avait encore du carburant à l'intérieur, l'avion aurait explosé. Il a donc supposé que le pilote était certainement à court de carburant et qu'il avait choisi d'effectuer un atterrissage d'urgence. Tout le monde a hoché la tête en signe d'accord, cette explication a temporairement dissipé les soupçons envers Jacques. Mais pour vraiment comprendre les intentions du pilote, il fallait le lui demander directement. Cependant, le pilote était alors dans un état critique. Alors Jacques a de nouveau proposé à Kevin d'opérer le pilote, mais Kevin a immédiatement refusé. Il a même demandé pourquoi tout le monde devait écouter Jacques. Mais avant que les deux n'aient le temps de se disputer, les paroles de Sonia ont immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Il s'est avéré qu'elle avait vu une clairière sur la montagne voisine et avait l'intention de grimper au sommet pour voir si elle pouvait capter un signal. Jacques a dit qu'il faisait déjà nuit et que s'il voulait essayer, il devrait attendre demain pour agir tous ensemble. Travis a écouté et a dit qu'il craignait de ne pas être en état car il avait des antécédents de problèmes cardiaques. Et la quantité de médicaments dont il disposait ne suffirait que pour 6 jours. À ce moment-là, la toux du pilote a repris, et Amy n'a pas pu s'empêcher de reprocher leur insensibilité aux autres. Puis elle s'est précipitée pour aider à soulager la douleur du pilote. À ce moment-là, Kevin ne pouvait plus rester immobile et a répété que même s'il voulait aider, il n'avait pas d'instruments chirurgicaux. De manière inattendue, Travis a sorti un poignard de sa poche arrière. Vous pouvez utiliser ceci. Il semble que Kevin n'ait pas caché son identité de médecin. Sous une série de ces manipulations, le pilote a été opéré avec succès. Amy, par peur, s'est cachée dans la cabine de l'avion avec son petit ami. Mais de manière inattendue, les lumières ont soudainement clignoté et il y avait une silhouette à l'extérieur de la fenêtre. Mais quand elle a essayé de voir clairement, elle n'a rien vu. Cora a écouté et a pensé qu'elle était trop stressée et qu'elle avait des hallucinations. Lisa et Travis, pendant que Gabriel allait uriner, ont gardé un œil sur sa valise. Lisa a toujours cru que l'autre partie avait un secret et a donc demandé à son mari de la surveiller. Puis elle a profité de l'occasion pour courir et essayer d'ouvrir la valise. Mais malheureusement, la valise était verrouillée et elle a finalement dû revenir bredouille. Il semble qu'à ce moment-là, les partis aient formé une opposition. Tout le monde se méfiait les uns des autres et n'était pas de bonnes personnes. Et les choses se sont passées exactement comme ils le pensaient, dès la nuit tombée, tout le monde s'est endormi. Puis, on a appuyé fort sur sa tête, le faisant mourir par suffocation. Le lendemain, tout le monde a découvert que le pilote était mort depuis longtemps. Chacun pensait qu'il était mort de malchance par infection. Seul Kevin était extrêmement perplexe car il n'y avait aucune trace d'infection sur le corps du pilote. C'est la série dramatique américaine qui a fait sensation sur Internet cette année, 9 Dead in Mexico. Et ce qui est terrifiant, c'est que le 9e jour, quand l'armée les a trouvés, les gens n'étaient pas seulement devenus des cadavres froids. Il aurait dû y avoir 10 passeports et 10 passagers, mais seuls 9 corps ont été retrouvés. Qui était l'assassin du pilote et était-il le survivant manquant? Comment a-t-il échappé à cette dangereuse forêt tropicale? Ces mystères ne peuvent qu'attendre les prochains développements du film pour apporter des réponses. Au petit matin du 2e jour, à cause de la température élevée, le corps du pilote avait déjà commencé à se décomposer. Alors Cora a demandé à Kevin de déplacer le corps. Mais aucun d'eux ne remarqua que pendant qu'il bougeait, le téléphone du capitaine tomba accidentellement. Et Jeanne, voyant cette scène, s'approcha et le ramassa furtivement. Amy était très curieuse de savoir pourquoi son petit ami avait pris cette chose. Mais Jeanne, après l'avoir entendu, inventa une excuse pour s'en débarrasser. Immédiatement après, il mentit en disant qu'il avait mal au ventre. Puis il prit du papier toilette et se dirigea vers le fond de la forêt. Profitant du fait qu'il n'y avait personne autour, Jeanne dissimula secrètement le poignard à côté. Attendant que Jacques et Kevin soient partis, il coupa cruellement le doigt du capitaine avec le poignard. Puis il se cacha dans un coin et l'utilisa pour déverrouiller le téléphone. Il s'avéra qu'il avait vu un trésor, avide, voulait voler les économies du capitaine. Mais le transfert nécessitait une double confirmation par empreinte digitale et mot de passe, ce qui rendit tous ses efforts vains. Finalement, il ne put que se débarrasser précipitamment du doigt coupé et retourner à la foule. Au même moment, Sonia découvrit une boîte rectangulaire en rangeant ses affaires. Voyant cela, Travis s'empressa de la réclamer. Il ajouta que ce n'était qu'un équipement sportif et qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir la boîte pour la vérifier. Lisa, à ses côtés, pressa son mari de revenir car elle se souvenait d'une horrible vérité. Elle avait eu une voisine qui avait été étranglée à mort dans son lit par son mari. Mais l'état de mort de la voisine était exactement le même que celui du capitaine, le visage violet et les yeux injectés de sang. Elle était donc sûre que le capitaine avait aussi été tué par quelqu'un d'autre. Mais pourquoi tuer? Lisa ne pouvait pas l'expliquer clairement pour le moment. Mais à peine avait-elle fini de parler qu'elle entendit un léger bruit derrière elle dans les bois. Cependant, en se retournant, elle ne vit rien, et il sembla que quelqu'un écoutait, alors Lisa se tut.
De l'autre côté, Sonia, après avoir fini de ranger, s'assit à côté d'Amy. Elle chercha délibérément à connaître les antécédents de chacun. Mais pendant la conversation, elle découvrit de manière inattendue l'anomalie d'Amy. Non seulement elle ignorait complètement ce qu'elle avait dit, et ce qui lui était arrivé pendant cette période était pour le moins extraordinaire. Il s'avérait qu'elle était une jeune femme riche traitée dans la ville de CBC. Elle avait accidentellement rencontré et était tombée amoureuse d'un chauffeur de voiture de luxe nommé Dan après une période de passion. Tous deux avaient décidé de se marier et de faire le serment de rester ensemble pour la vie, c'est pourquoi ils avaient pris ce vol pour leur lune de miel. Sonia ne dit rien, elle ne put que leur souhaiter bonne chance à tous les deux. Contrairement aux 5 personnes qui voulaient attendre les secours, les 3 autres agirent activement. Ils démontèrent le dispositif GPS de l'avion, bien qu'après vérification, ils découvrirent qu'il n'était pas endommagé. Mais pour qu'il fonctionne, il fallait installer une antenne suffisamment longue et la placer en hauteur pour qu'elle puisse capter le signal. Heureusement, Gabriel avait appris à réparer l'électricité avec son père. Il pouvait facilement fabriquer une antenne lui-même. Alors tout le monde prévit de monter en hauteur après le coucher du soleil. Comme le soleil de midi était trop fort, le groupe se reposa profondément. Mais à ce moment, Amy entendit soudain un bruit après avoir ouvert les yeux. Elle vit quelqu'un l'espionner furtivement dans les profondeurs de la forêt, puis cette silhouette disparut. Avec lui disparurent 2 choses. L'une était le médicament pour le cœur de Travis, on ne savait pas à quoi il servait. Deuxièmement, les fournitures dans la cabine de l'avion. Sonia fit l'inventaire et découvrit qu'il manquait beaucoup plus de choses que le matin, il était clair que quelqu'un les avait volées. Jacques, en entendant cela, utilisa un fil électrique pour sceller hermétiquement l'armoire. Il décida d'attendre le lendemain pour distribuer les fournitures et l'ouvrir en même temps. Cette action fit que Sonia sentit que Jacques était une personne digne de confiance. Mais elle doutait toujours de son identité d'enquêteur qu'il avait mentionnée. Alors elle prit l'initiative d'avouer son métier de photographe. Puis elle lui montra les œuvres qu'elle avait photographiées. Cette initiative renforça également la confiance de Jacques en Sonia. Et cela joua un rôle clé dans les développements ultérieurs de l'histoire. Très vite, le temps passa pendant leur conversation jusqu'au coucher du soleil. Tout le monde se précipita en direction du sommet de la montagne. En chemin, quelqu'un découvrit des champignons aux couleurs vives. Ils avaient l'intention d'en cueillir quelques-uns pour les manger, mais Sonia, expérimentée, les en empêcha. Il s'avérait que c'était une sorte de champignon vénéneux appelé l'ange destructeur, il suffisait d'en toucher un peu pour avoir immédiatement de l'écume aux lèvres. Travis, n'ayant pas pris ses médicaments, ne pouvait pas faire d'efforts intenses et dut rester sur place. Mais il ne voulait pas non plus rester inactif et prit la boîte mystérieuse pour quitter les lieux. Au même moment, Jeanne découvrit une flaque d'eau et se dépêcha de défaire ses lacets, décidée à sauter pour se baigner avec plaisir. Heureusement, Gabriel le rattrapa et l'arrêta. Ce type de mare primitive recèle de nombreux dangers. Qui sait quelle créature effrayante pourrait s'y trouver. Ayant dit cela, il jeta les chaussures de Jeanne dans l'eau. De manière inattendue, le fil suivant les chaussures flottant à la surface de l'eau fut tiré vers le fond. Il était évident qu'il devait y avoir une créature géante à l'intérieur. Cependant, à ce moment précis, un coup de feu retentit de la direction de la course. Tout le monde se précipita, il s'avéra que Travis et Lisa, voyant que tout le monde faisait des efforts, avaient également sorti le fusil de la boîte mystérieuse pour chasser ici. Ce va-et-vient prit beaucoup de temps et le ciel s'assombrit progressivement. Il n'était plus approprié de monter en montagne pour installer l'équipement aujourd'hui, alors tout le monde ne put que retourner chercher quelques outils. Sous la direction de Sonia, ils réussirent à démonter l'extincteur pour récupérer de l'eau. Puis ils utilisèrent la méthode de distillation pour séparer et purifier l'eau potable. Maintenant, non seulement ils avaient suffisamment d'eau potable, mais ils eurent aussi un festin inattendu de viande de singe grâce à Travis. Cependant, son goût était vraiment indescriptible. Amy, qui avait été gâtée depuis l'enfance, ne put accepter ce type de nourriture et donna sa part à Travis. Pendant le repas, la discussion porta sur le fait que Travis avait failli causer des problèmes à cause du fusil. Il insinuait intentionnellement que le contenu de la boîte de Gabriel n'était pas non plus une bonne chose. En entendant cela, tout le monde exigea fermement que Gabriel vérifie. Voyant cela, Gabriel ne put que retirer la clé de son cou. De manière inattendue, après l'avoir ouverte, il y avait en fait un masque à l'intérieur. Ce n'est qu'à ce moment-là que tout le monde poussa un soupir de soulagement, dissipant leurs soupçons envers Gabriel. Très vite, l'heure du coucher arriva, et rien d'inattendu ne se produisit ce jour-là. Seul Travis se sentit un peu mal à l'aise. Il pensa que c'était parce qu'il n'avait plus de médicaments et qu'il n'allait pas bien, alors il ne réfléchit pas plus et s'endormit profondément. Mais personne ne remarqua que quelqu'un avait trouvé un téléphone satellite dans les buissons. Après avoir appelé, il parla à une femme, il était clair qu'ils avaient un secret à ne pas révéler. Le temps passa au matin du 3e jour, tout le monde fut réveillé par un cri d'aide étouffé. Travis était inconscient et écumait, Sonia se dépêcha de réveiller Kevin. De manière inattendue, après vérification, il découvrit que Travis souffrait d'une intoxication alimentaire, et seule l'utilisation de sel pour provoquer des vomissements pourrait atténuer les symptômes. Sonia se souvint qu'il y avait beaucoup de sachets de sel dans la cabine de l'avion. Je suis allée le chercher, mais quand Amy est arrivée, elle a découvert que l'armoire était verrouillée. Et à ce même moment, Travis a succombé à la mort dans la douleur. Quelqu'un a enroulé du fil autour de l'armoire et je n'ai pas pu l'ouvrir, c'est trop tard, désolé j'ai fait de mon mieux. Sonia, en entendant cela, sentit que quelque chose n'allait pas. Mais elle fut immédiatement interrompue par le grand cri de Lisa. Elle dit que quelqu'un avait certainement empoisonné et tué Travis. De plus, elle avait dit à Travis aujourd'hui que le capitaine était mort asphyxié. C'était certainement pour cette raison qu'il avait tué Travis et la prochaine victime serait probablement elle.
Tout le monde était perplexe face à l'analyse de Lisa. Personne ne prêta attention à Gabriel qui se glissa furtivement dans la forêt. À ce moment-là, tout le monde s'était divisé en petits groupes. Sonia et Jacques avaient verrouillé l'armoire, ils restèrent donc ensemble. Elle analysa que la nuit dernière, tout le monde avait mangé de la viande de singe. Mais la seule différence avec Travis était qu'il avait mangé la portion supplémentaire d'Amy. La cible initiale du meurtrier était-elle Amy, ou Amy était-elle la meurtrière? Après mûre réflexion, ils ne purent arriver à aucune conclusion et durent forcer l'armoire pour distribuer les fournitures pour la journée. Mais à leur grande surprise, toute la nourriture à l'intérieur avait été mélangée. De l'autre côté, Amy était naturellement avec l'équipe de Jeanne. Et Jeanne, après avoir manipulé le téléphone du capitaine, avait découvert une vidéo effrayante. Dans la vidéo, le capitaine a laissé un message à sa petite amie. Il a dit qu'il était mourant et que même s'il réussissait à faire atterrir l'avion, il ne les laisserait pas tous survivre. Le capitaine a donc dit à sa petite amie Cora de s'enfuir rapidement et de vivre incognito. Cette vidéo a confirmé la supposition de Lisa, il s'avère que quelqu'un les chassait délibérément. Et le capitaine était clairement au courant, c'est pourquoi il a été la première personne que le coupable a éliminée. Alors, qui est le coupable? Quel est son but? Pourquoi l'avion a-t-il changé de cap pour atterrir ici? Pourquoi Gabriel était-il si furtif et la femme qui a répondu au téléphone est-elle liée à cette affaire? 3 morts consécutives en 3 jours, cela non seulement a effrayé tout le monde, craignant d'être la prochaine victime, mais a également plongé tout le camp dans la suspicion mutuelle. Lisa était convaincue que le coupable se trouvait dans la foule et ne faisait plus confiance à personne. Même si Amy lui apportait du café avec de bonnes intentions, elle le renversait sans ménagement. De plus, elle disait à Amy de se méfier de son petit ami Jeanne. Il semblait qu'elle avait déjà des soupçons sur la véritable identité de Jeanne et les deux se séparèrent naturellement. Amy, en colère, entra seule dans la forêt pour se distraire et découvrit avec horreur l'homme armé qu'elle avait vu auparavant se cacher. Terrifiée, elle fit immédiatement demi-tour et s'enfuit, tombant juste sur Jeanne qui la cherchait. Mais quand ils voulurent revenir, l'ombre de l'homme avait disparu, ne laissant que les deux hommes mal à l'aise. Au même moment, Gabriel avait finalement terminé de fabriquer l'antenne de signal pour le GPS. Et le soleil d'aujourd'hui était opportunément couvert par les nuages, ce qui était encore plus favorable pour monter au sommet de la montagne et installer l'équipement. Mais considérant qu'il ne savait pas qui était le coupable, Jacques dit qu'il devait absolument y avoir 3 personnes pour y aller ensemble afin de veiller les uns sur les autres. Finalement, après discussion, il fut décidé que Kevin et Sonia accompagneraient Gabriel. Les autres restèrent dans la zone de course pour se surveiller mutuellement. Mais en montant la montagne, Sonia découvrit quelque chose d'étrange. Gabriel sortit un chewing-gum au jasmin. Sonia, qui marchait en dernier, ramassa l'emballage du chewing-gum pour l'examiner. Ce n'est qu'alors qu'elle réalisa que le chewing-gum était la nourriture qui avait disparu auparavant. Cette action fit comprendre à Sonia que Gabriel avait peut-être d'autres intentions. Mais pour l'instant, comme seul Gabriel savait comment installer le GPS, Sonia ne le dénonça pas. Cependant, dès qu'ils arrivèrent à mi-chemin de la montagne, quelque chose arriva à Gabriel. Il halta, disant qu'il avait besoin de se reposer sur place. Sonia voulait s'échapper rapidement, alors elle a soulevé le localisateur. Mais de manière inattendue, en traversant une section de route rocailleuse, son pied a glissé et elle a dévalé la falaise. Heureusement, Kevin, qui était derrière, a eu les yeux et les mains rapides et l'a attrapée. Mais avec sa seule force, il ne pouvait pas tirer Sonia vers le haut. Heureusement, au moment crucial, Gabriel s'est également avancé pour aider. Ce n'est qu'à ce moment-là que Sonia a pu être empêchée de continuer à glisser le long de la montagne. Mais juste au moment où tout le monde voulait faire de son mieux pour tirer Sonia vers le haut, elle a dit que le localisateur était toujours tombé dans la falaise. Si elle ne le récupérait pas, tous les efforts précédents seraient vains. En pensant à cela, elle a rapidement ignoré le danger de mort et a tendu la main. Finalement, avant que tout le monde ne soit épuisé, ils l'ont récupéré, horrifié mais en toute sécurité. De l'autre côté, Amy au camp était également dérangée par Lisa après mûre réflexion. Elle a découvert qu'elle ne connaissait pas vraiment son petit ami. Jeanne se disait écrivain mais Amy n'avait jamais vu Jeanne écrire. En pensant à cela, Amy n'a pas pu s'empêcher de poser à nouveau la question. De manière inattendue, Jeanne a changé son attitude douce habituelle et a violemment tiré Amy pour lui demander ce que Lisa avait demandé. Jusqu'à ce qu'Amy crie que Jeanne lui faisait mal. Jeanne ne s'est remis de sa frénésie qu'à ce moment-là. À ce sujet, il a répété à maintes reprises qu'il aimait trop Amy. Parce que l'amour supérieur de l'autre partie le rendait extrêmement inférieur, de peur que les commérages des autres n'affectent leur amour pur. C'est pourquoi il n'a pas pu contrôler ses émotions. Mais malgré cela, Amy, aveuglée par l'amour, n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Elle a seulement dit que c'était l'heure de prendre ses médicaments. Voyant cela, Jeanne s'est immédiatement levée docilement pour aller chercher les médicaments pendant qu'elle attendait. Amy a trouvé la veste de Jeanne à côté. Poussée par une force mystérieuse, elle a fouillé les poches et a étonnamment trouvé des secrets sur Jeanne. Elle a seulement vu que l'intérieur était rempli de cartes de visite d'avocats avec ses différentes identités. Cela prouvait que Jeanne avait caché sa véritable identité. En même temps, l'équipe de 3 personnes a finalement atteint le sommet de la montagne, mais n'a toujours pas reçu de signal téléphonique. Mais heureusement, le localisateur GPS a été installé avec succès. Gabriel l'a même soigneusement fixé avec du chewing-gum pour éviter que le vent fort ne coupe la connexion. Sonia n'a pas pu s'empêcher de faire une remarque sarcastique. Heureusement que tu as ce chewing-gum pour fixer la prise. Gabriel a entendu cela et a semblé un peu confus, puis très vite les 3 sont retournés au camp avant la tombée de la nuit. À ce moment-là, Amy n'avait toujours pas compris les secrets de Jeanne. De manière inattendue, cette autre silhouette s'approchait silencieusement. Voyant que sa petite amie ne revenait pas depuis longtemps, Jeanne, inquiet, a couru dans la forêt pour la chercher. Mais à ce moment-là, Amy s'est précipitée en panique, disant qu'elle savait qui était le véritable coupable.
Ensuite, elle a conduit son petit ami à l'endroit dégagé de tout à l'heure, disant que l'autre silhouette avait tenu une arme à feu derrière elle. La mort de ces personnes a certainement été causée par lui. Voyant que Jian avait toujours un air nonchalant et prétendait la croire, Amy s'est souvenu des mensonges que Jian lui avait racontés. Dans un accès de colère, elle a directement jeté les cartes de visite. Voyant cela, Jian n'a pu qu'expliquer que c'était son passé. Une fois rentré à la maison en toute sécurité, il avouerait tout honnêtement. À ce moment-là, Kevin est venu les chercher pour manger, et bien qu'ils aient cessé de se disputer, la graine du doute était semée dans le cœur d'Amy, annonçant ce qui allait leur arriver plus tard. Pensant que le signal de localisation était envoyé, tout le monde pourrait prendre l'avion de secours et partir le lendemain. Cette nuit-là, tout le monde dormait profondément. Seul Jian, le visage inexpressif, avait les yeux ouverts, ne sachant pas à quoi il pensait. Au même moment, le lutteur Gabriel était aussi éveillé, il profitait du temps pour refaire le plein d'énergie. Son but était bien sûr de retourner se préparer pour son premier combat. Il semble que la nourriture était bien ce que Gabriel avait volé. Après avoir mangé, il n'a pas oublié de faire des tractions pour dépenser de l'énergie. C'est vraiment quelqu'un de discipliné. Malheureusement, le jour de sa mort approchait. Bien que Gabriel ait découvert le coupable dès le début. Mais l'adversaire portait son masque, ce qui a momentanément laissé Gabriel perplexe. Sans aucune méfiance, Gabriel a reçu la boîte à lunch. Le temps est passé au 5e jour, il restait 6 survivants sur le terrain. Mais à ce moment-là, il ne savait pas que Gabriel était mort. Bien que Lisa ait insisté à maintes reprises sur le fait qu'il avait très probablement eu un accident. Mais Sonia a raconté à tout le monde la vérité sur le vol de Gabriel, et disant qu'elle l'avait démasqué hier, donc Gabriel pourrait être parti du camp par honte. Cependant, Jacques, rationnel, a maintenu le principe que pour un mort, il faut voir le cadavre, et a appelé tout le monde à se disperser pour le chercher. Mais ils ont retourné les environs sans trouver aucune trace de Gabriel. Le plus important est qu'il était déjà bien après-midi. Pourquoi n'ont-ils pas entendu le moindre bruit de l'avion de secours ? À ce moment-là, Kevin a suggéré de laisser Gabriel et de grimper la montagne pour voir si le signal du localisateur était toujours émis. Cette suggestion a été approuvée par Jacques, qui a envoyé Sonia et Kevin pour vérifier. Mais il ne savait pas que l'émetteur du localisateur au sommet de la montagne avait déjà été saboté. En chemin, Kevin s'est soudainement arrêté. Il a laissé entendre que Sonia était très proche de Jacques ces derniers temps. C'était probablement aussi la raison pour laquelle Jacques avait envoyé Sonia dehors. Puis il a rappelé à Sonia de ne jamais croire personne. Sonia a immédiatement riposté en demandant « Alors, devrais-je vous croire ? Mademoiselle, vous avez failli tomber de la falaise. Si j'avais voulu vous faire du mal, je vous aurais lâché à ce moment-là. » Sonia était sur le point de riposter lorsqu'elle a soudainement découvert qu'un groupe de corbeaux tournait en rond non loin de là. C'était clairement un mauvais présage. En arrivant sur les lieux, ils ont en effet découvert le corps de Gabriel. En même temps, Jacques s'est soudainement réveillé au camp. Après avoir vu que tout le monde dormait profondément autour de lui, il s'est levé furtivement et est parti. De manière inattendue, Lisa faisait en fait semblant de dormir, et le voyant partir, elle l'a immédiatement suivi. Un instant plus tard, Amy a également été réveillée par un appel. Elle savait que cette figure étrange la surveillait à nouveau dans la forêt. En pensant à cela, elle a pris le bâton de feu à côté d'elle, prête à régler le problème de l'ennemi une fois pour toutes. Cette fois, elle a finalement vu clairement le visage de l'intrus, mais elle n'avait plus peur et s'est précipitée agressivement vers lui. Mais au moment où elle était sur le point de frapper, l'autre personne s'est soudainement transformée en Jian. C'est alors que tout le monde a su qu'Amy avait été victime d'une fusillade à l'école quand elle était enfant. Cet événement l'avait énormément affectée, une fois soumise à un stress important, elle avait des hallucinations. Tout le monde a fait le lien avec les personnes décédées précédemment, Amy les aurait-elle tuées accidentellement à cause de ces hallucinations ? Mais Sonia a supposé qu'elle ne pouvait certainement pas être la coupable, car les cas précédents pouvaient être expliqués. Cependant, une femme faible, les mains vides, comme elle, qui voulait blesser Gabriel, cela semblait difficile. Alors, si ce n'était pas elle, qui était-ce ? Ce n'est pas seulement une question de qui, mais aussi de pourquoi. Après avoir dit cela, la déformation professionnelle de Jacques lui a soudainement fait penser à quelque chose. Si l'on doit expliquer pourquoi le meurtrier a tué, la réponse est certainement liée à cet avion. Il s'est précipité vers la cabine de l'avion et a fouillé partout, mais même s'il a déchiré les sièges et retourné tout, il n'a rien trouvé dans la cabine de l'avion. Très vite, la nuit est tombée à nouveau, et les derniers jours de chaleur étouffante ont finalement été suivis par des orages. Les lézards de la forêt se sont précipités dans l'avion pour s'abriter de la pluie, et c'est aussi là que se cachait la réponse que tout le monde soupçonnait depuis si longtemps. On a vu qu'à l'intérieur de la coque de l'avion coulait de la drogue dense, mais à ce moment-là, personne n'en savait rien. Heureusement, rien ne s'est passé la 5e nuit. Tout le monde a accueilli le soleil du 6e jour en toute sécurité, mais la méfiance mutuelle s'est encore approfondie. C'est juste que la veille, Kevin, en soignant Jian, avait accidentellement aperçu le tatouage sur son dos. Kevin l'avait reconnu d'un coup d'œil comme le symbole d'un certain gang. En y pensant, il a immédiatement posé la question, mais de manière inattendue, l'autre partie a réagi violemment et s'est immédiatement lancé dans une bagarre avec lui. Tout le monde a entendu le bruit et s'est précipité pour les séparer. À ce moment-là, Jian a utilisé le temps chaud pour cacher la vérité afin de clarifier la véritable identité de l'homme. Kevin n'a pas démasqué son mensonge, ce qui a rendu Jian moins méfiant à son égard. Plus tard, dans un coin, il leur a expliqué l'origine du tatouage. Il s'est avéré qu'il avait été emprisonné pendant plusieurs années pour s'être fait passer pour un avocat en immigration, c'est pourquoi il s'était fait tatouer. Après sa sortie de prison, il a rencontré la femme qu'il aimait le plus, Amy. À partir de ce moment-là, il a renoncé à ses activités illégales et la raison de sa réaction violente était aussi de ne pas que sa petite amie soit au courant.
Cependant, avant que tout le monde n'ait pu dissiper ses doutes à son égard, une pire nouvelle est arrivée. La nuit dernière, quelqu'un a volé toutes les balles du sac de Lisa. Maintenant, son pistolet n'a plus que la dernière balle chambrée. De toute évidence, l'arme dans les mains de Lisa a fait que le coupable s'est senti menacé. Ce changement a encore plus effrayé tout le monde. Pour s'échapper rapidement d'ici, Jack a suggéré de vérifier à nouveau l'état du localisateur. Pensait-il que quelqu'un l'avait débranché? À part Gabriel qui était mort, seuls Sonia et Kevin connaissaient l'emplacement exact du localisateur. Il est clair que Jack soupçonnait l'un des deux. Mais Jack ne savait pas que Sonia doutait également de l'identité d'enquêteur en assurant ce qu'il avait déclaré. Car auparavant, elle avait vu Lisa chercher quelque chose dans la forêt. Pour prouver son innocence, Lisa a révélé qu'elle avait suivi Jack. Elle a également dit que l'autre personne avait certainement caché quelque chose à proximité. Sonia a semblé réfléchir après avoir entendu cela. La nuit est tombée, une averse soudaine a obligé plusieurs personnes à s'abriter dans la cabine de l'avion. Ils pensaient que cet espace clos pouvait les protéger de la pluie et du vent. Mais peu de temps après, des gouttes d'eau ont commencé à tomber. Cela a fait supposer à Sonia qu'il y avait certainement une autre couche de revêtement au-dessus. Ainsi, même si la coque extérieure de l'avion était intacte, l'eau continuait de couler. Tout le monde a immédiatement essayé de percer le plafond de l'avion, personne ne remarquant qu'Amy, à côté, avait soudainement une hallucination. À ce moment, tout le monde a été surpris par les objets qui tombaient. On a vu que le plafond de l'avion était rempli de drogue dense. Jack a reconnu d'un coup d'œil que c'était de la cocaïne. Ce produit se vend 1800 $ le kilo au Mexique et peut atteindre 300 $ le gramme aux États-Unis. Cette quantité devait valoir 30 millions de dollars. Ces paroles de Jack ont fait douter Sonia de sa profession. L'histoire, il s'est avéré que le capitaine, pour transporter de la drogue, a choisi de voler à basse altitude au-dessus de la jungle. En même temps, il a désactivé le GPS pour s'assurer qu'il ne serait pas détecté par les radars américains. Mais cela l'a aussi transformé en une mouche sans tête, et a finalement conduit à la panne de carburant et au crash de l'avion. La vidéo testamentaire du capitaine affirme qu'il avait des complices, mais cela soulève deux questions. Premièrement, pourquoi le capitaine a-t-il trahi? Deuxièmement, le fait que les complices aient tué pour faire taire les témoins ne ferait-il qu'accroître le désir de découvrir la raison de ses actions? Au moment où tout le monde analysait la situation, Lisa découvrit soudain que Amy avait disparu. Jeanne se leva précipitamment mais fut immédiatement arrêtée par Jack. Il dit rationnellement qu'Amy serait peut-être plus en sécurité seule, mais comment cela pourrait-il arrêter Jeanne? De manière surprenante, Kevin, qui n'aimait pas l'adversaire, était également très actif. Cela, au contraire, fit de Jack le méchant. Face à cette situation, tout le monde ne pouvait qu'agir. De manière inattendue, Jack avait raison, un danger approchait silencieusement. À ce moment-là, Amy était attirée par l'ombre précédente, mais après un éclair, elle se transforma en la forme du meurtrier. Juste au moment où il s'apprêtait à agir, Lisa arriva à temps avec son arme. Elle dit précipitamment à Amy de faire demi-tour et d'appeler les autres. Elle-même fixa le meurtrier, craignant qu'il ne s'échappe. Sous sa menace, le meurtrier jeta le couteau, mais juste après un éclair, l'adversaire disparut sur place. Lisa eut si peur qu'elle faillit uriner dans son pantalon, mais finalement elle ne put pas rivaliser avec le meurtrier capable de se téléporter. Malheureusement, elle fut attaquée par surprise. Peu de temps après, elle commença à avoir du mal à respirer et finalement, elle ne put échapper à un destin injuste. Une fois son forfait accompli, l'agresseur voulut prendre le pistolet de Lisa, mais les cris qui approchaient rapidement l'obligèrent à abandonner. Le temps passa au 7e jour, la mort de Lisa réduisit le cercle des suspects. Mais à ce moment-là, tout le monde n'avait plus l'esprit à chercher le véritable tueur. Maintenant, chacun craignait pour sa propre vie et se méfiait les uns des autres. Le couple Jeanne et Amy s'emparèrent du pistolet de manière encore plus flagrante. Kevin, voyant cela, fut extrêmement insatisfait. Peut-être était-il celui qui avait falsifié les munitions pour prendre le pistolet. Alors, s'il est si fort, qu'il vienne le prendre. Voyant cela, Jack joua à nouveau le rôle du conciliateur, voulant que tout le monde s'unisse. Mais ces paroles, aux yeux de Sonia, étaient d'une hypocrisie totale. Sonia raconta son histoire, il s'avère qu'elle avait l'intention d'épouser un homme qui était à la fois trafiquant de drogue et toxicomane. Mais lors d'une confusion, son fiancé mourut d'une overdose. C'est pourquoi elle choisit de quitter sa ville natale pour chercher le salut. Depuis le crash de l'avion, la personne en qui elle avait le plus confiance était Jack, mais c'est Jack qui l'a trahi. Immédiatement après, elle sortit une poignée de balles de sa poche, il s'avère qu'elle avait trouvé l'endroit où Lisa avait dit que Jack cachait des choses. Non seulement elle trouva les munitions manquantes, mais aussi un pistolet. Le plus important est qu'il y avait aussi un téléphone satellite à côté. Elle a deviné que Jack avait certainement été en contact secret avec l'extérieur, et voyant la situation, Jack a finalement avoué sa véritable identité. Il s'est présenté comme un agent de la brigade des stupéfiants. Sa mission cette fois-ci était d'enquêter secrètement sur l'affaire de trafic de drogue de la compagnie aérienne. De plus, s'il était vraiment un trafiquant de drogue, il aurait pu tuer tout le monde après le crash de l'avion. Les munitions de Lisa avaient bien été prises par Jack, mais c'était aussi pour la sécurité de tous. Quant au téléphone satellite, il ne savait vraiment rien à ce sujet. Finalement, il se souvint que son portefeuille pouvait prouver son identité. Mais quand Kevin l'ouvrit, il ne trouva pas la carte d'agent de la brigade des stupéfiants de Jack. Jack réagit immédiatement, certain que l'agresseur avait également découvert sa base secrète. Pour le piéger, il avait mélangé les cartes et laissé le téléphone satellite là-bas. Cependant, ces mensonges successifs ne convainquaient plus personne. Jeanne, furieux, assomma Jack avec la crosse de son fusil. Sonia se retrouva alors dans une situation délicate, de son point de vue, à l'exception d'Amy et d'elle-même, qui étaient faibles. Jack, Jeanne et Kevin pouvaient tous être l'agresseur qui avait tué tout le monde.
Mais comme elle ne connaissait pas la véritable identité de Jacques, elle avait du mal à prendre une décision et à agir. Jacques lui conseilla de bien réfléchir. Jeanne avait un casier judiciaire et possédait une arme, et la nuit dernière, Kevin s'était précipité hors de l'avion en premier. Tous deux avaient eu amplement le temps de commettre le crime, mais cette fois, Sonia ne fut pas ébranlée. Tu me demandes de te croire, mais tu ne m'as jamais cru. Jacques ne faisait pas entièrement confiance à Sonia, et il avait en fait ses propres raisons. Comme elle et son fiancé vendaient et consommaient de la drogue, il ne pouvait pas complètement exclure le lien de Sonia avec ce lot de drogue. Mais à ce moment-là, Sonia ne voulait plus perdre son temps avec lui. Voyant qu'il ne voulait toujours pas révéler le mot de passe du téléphone satellite, elle partit discuter avec les deux autres. Jeanne voulait utiliser la violence pour le forcer à parler. Mais Sonia avait encore des doutes et décida d'aller d'abord vérifier le localisateur. Finalement, tout le monde décida de faire les deux choses en même temps, celui qui tirerait la courte paille resterait pour torturer afin d'obtenir des informations. Les autres montraient la montagne pour vérifier l'état du localisateur. Kevin fut malchanceux et tira la courte paille, bien que son apparence de point levé fût agressive, après quelques coups, il ne put toujours pas faire parler Jacques. Ils ont dû envoyer 2 agents à la compagnie aérienne. Contre toute attente, la personne qui les a accueillis n'était autre que Cora, la petite amie du capitaine, celle qui avait répondu au téléphone plus tôt. Et face à la situation où le capitaine avait déjà vu son permis suspendu pour usage de drogue, Cora a déclaré que la compagnie lui avait donné une seconde chance. Cette réponse étant plausible, les 2 agents, traités à la légère, n'ont pu que rentrer les mains vides. De l'autre côté, Kevin avait intensifié sa technique envers Jacques. Il utilisait des ciseaux pour arracher les ongles de Jacques, une sensation si atroce que même en la regardant, j'en frissonne. À ce moment-là, l'équipe de 3 personnes avait déjà atteint le sommet de la montagne. Après vérification, Sonia a découvert que le localisateur avait cessé de fonctionner. Mais heureusement, après l'avoir rebranché, peu de temps après, il a de nouveau émis un signal. Cette fois, la lutte anti-drogue, lente, a finalement intercepté l'information. Mais en raison de l'ancienneté de l'équipement et du signal analogique, la position ne pouvait être localisée avec précision que dans un rayon de 20 km. Pour une forêt tropicale dense, c'est encore une vaste zone. Mais heureusement, l'armée mexicaine avait un camp près de la forêt et ils étaient équipés d'hélicoptères. C'était une excellente nouvelle pour le sauvetage de Jacques. Le directeur a conseillé aux 2 agents de ne pas s'immiscer trop profondément dans cette affaire, car les relations entre les 2 pays se détérioraient. La mission de Jacques au Mexique était déjà illégale, mais Claire s'était préparée au pire, simplement parce qu'elle et Jacques étaient mari et femme, très proches. Cependant, elle ne savait pas que quelqu'un s'approchait de Jacques, ligoté, avec un couteau artisanal. On pensait que Jacques était en danger, mais contre toute attente, l'ombre qui approchait était Sonia. Il s'avère que les paroles précédentes de Jacques avaient éveillé sa réflexion. Si le complice trafiquant de drogue était vraiment Jacques, alors avec le pistolet en main, il aurait pu tuer tout le monde dès le premier jour sans avoir besoin d'assassinat pour augmenter le risque d'être découvert. Et après avoir éliminé Gabriel, qui était mort, et elle-même, seul Kevin pouvait couper le signal du localisateur au sommet de la montagne. Maintenant, relâcher Jacques pourrait créer un équilibre tripartite. Pour elle, ce n'était pas une mauvaise mesure de survie. C'est pourquoi, après mûre réflexion, elle a choisi de laisser partir Jacques. En même temps, elle l'a averti de ne pas apparaître près du camp, sinon elle le considérerait comme le coupable et lui tirerait dessus sans hésiter. Tôt le lendemain matin, tout le monde a découvert la fuite de Jacques. Voyant la corde coupée, il était évident que quelqu'un l'avait délibérément libéré, ce qui a rendu l'atmosphère dans le camp encore plus tendue. Kevin, après avoir confirmé que c'était Sonia qui avait fait cela, a déclaré avec colère qu'il ne voulait plus rester avec Sonia. Jeanne, l'arme à la main, dit à Amy de préparer leurs affaires. Après tout, le signal avait été reçu. Bientôt, les secours arriveraient certainement, et il préférait partir avec Amy plutôt que de faire confiance à quiconque. À ce moment-là, les survivants, déjà peu nombreux, se retrouvèrent encore plus seuls. Et la vérité, comme Jeanne l'avait prédit, l'équipe de secours envoyée par l'armée mexicaine était déjà en route. Mais les deux ne purent finalement pas tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Leur dos était trempé de sang. Sonia, la première à le remarquer, scruta précipitamment les environs. Mais, de manière inattendue, le suivant à surgir de la forêt fut Jacques. « Toi, pourquoi es-tu ici ? Je t'ai prévenu de ce qui arriverait si je te revoyais. Éloigne-toi de moi, ce n'est pas moi qui ai fait ça. » Alors qui ? La dernière personne à arriver fut Kevin, et voyant la situation, il ramassa immédiatement le fusil au sol. Kevin pensait que les 2 autres s'étaient certainement ligués pour tuer le jeune couple en secret. Mais Sonia rétorqua avec colère que si les 2 s'étaient vraiment entendus, pourquoi aurait-il ligoté Jacques et laissé Kevin le torturer ? Kevin, se croyant omniscient, déclara sans détour que les 2 devaient être des assassins professionnels pour avoir mis en scène un tel spectacle. Voyant les 2 sortir des couteaux et s'affronter, Jacques craignit un événement inattendu. Il s'empressa de les exhorter à déposer leurs armes, sans se douter que cette action dirigerait directement le canon du fusil vers lui. Non, à ce moment de tension extrême, le bruit des pales d'hélicoptères retentit enfin au-dessus de leur tête. Ils réalisèrent immédiatement que l'équipe de secours approchait. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que la couche de nuages épais obscurcissait la visibilité en dessous. Leur position n'avait pas été repérée par le pilote, qui changea donc directement de cap et s'éloigna. Voyant la situation, tous furent à nouveau déçus. Jacques pressa tout le monde d'oublier leurs soupçons, ils devaient atteindre le sommet de la montagne et allumer un feu avant l'arrivée du prochain hélicoptère. À ce moment-là, le pilote les trouverait certainement en suivant la colonne de fumée. Cependant, au moment où Kevin déposait son arme pour se réconcilier, il vit que Sonia n'avait toujours pas baissé son pistolet. Elle exigea que l'extrémiste Kevin jette son arme avant de parler de coopération. À contre-cœur, Kevin ne put que retirer toutes les munitions, puis jeta l'arme dans une flaque d'eau non loin de là.
Immédiatement après, Sonia pressa tout le monde de monter la montagne ensemble. Mais maintenant qu'il n'y avait plus d'armes, Kevin restait tout de même vigilant. Étant donné que le chemin vers la montagne passait par une falaise abrupte, il craignait que les deux autres, s'ils étaient les agresseurs, ne lui tirent dans le dos. Il proposa donc que les deux aillent devant et qu'ils les suivent discrètement. Voyant qu'il avait raison, Sonia n'y prêta pas attention. Comme elle possédait la seule arme de l'équipe, elle ne craignait plus ce que les deux autres pourraient faire. Au même moment, Claire, agissant seule, fut arrêtée par les autorités mexicaines. Avec son orteil blessé, Jackson avait du mal à marcher. Il ne pouvait avancer qu'en faisant des pauses sur le chemin de montagne escarpé. Et au moment où les deux se reposaient, un coup de feu retentit soudainement du bas de la montagne. Pensant au fusil de Kevin qui avait été jeté dans la flaque d'eau. Ils devinrent tous les deux encore plus paniqués et se précipitèrent en bas de la montagne. Mais en arrivant, ils découvrirent Kevin, le dos touché par une balle, tombé au sol. En tombant, sa tête avait plongé dans la flaque d'eau et son visage était à présent dévoré par les piranhas. Même les spectateurs de films aguerris se poseraient sans doute la question à ce moment-là, l'hallucination précédente d'Amy était-elle réelle? Dans la forêt dense, il y avait bien une 11e personne, mais où s'était-elle cachée et qu'avait-elle mangé ces derniers jours? C'est aussi le plus grand mystère du film. À ce moment-là, Sonia n'avait plus la force de s'en soucier. Car ce léger retard leur avait fait manquer le meilleur moment pour atteindre le sommet de la montagne. Voyant que la nuit tombait, ils décidèrent finalement de se cacher dans la cabine de l'avion. Immédiatement après, Jacques verrouilla fermement la porte de la cabine avec une corde. Ainsi, si une 11e personne existait vraiment à l'extérieur, elle ferait certainement un bruit considérable si elle voulait entrer et commettre un crime. Cependant, dès que Jacques s'endormit, Sonia, à ses côtés, ouvrit soudainement les yeux. Le temps passa vite jusqu'au milieu de la nuit, une main sombre ramassa furtivement le téléphone satellite caché dans l'obscurité. Peu de temps après, Cora décrocha, elle avait secrètement surveillé tous les mouvements de l'armée auparavant. Maintenant, elle connaissait bien la situation du personnel et de l'équipement de l'armement du camp. Le 9e jour arriva, le temps était encore couvert. Bien que Jacques et Sonia soient arrivés tôt au sommet de la montagne, ils ne purent que s'asseoir à cause du brouillard épais. À ce moment-là, Jacques sentit que son orteil lui faisait de plus en plus mal. Après avoir enlevé sa chaussure et sa chaussette, il découvrit que la blessure était enflammée. Sonia dit gentiment qu'elle voulait faire bouillir de l'eau pour traiter la blessure, bien que Jacques l'ait rapidement arrêtée. Il lui conseilla plutôt de rester avec lui, que c'était le meilleur choix. Mais cette femme stupide non seulement n'écouta pas, mais insista en disant qu'elle allait juste ramasser des choses à proximité, que ce serait sûrement sûr. Contre toute attente, peu de temps après, elle disparut dans le brouillard épais. Et c'est à ce moment précis que le danger frappa de nouveau. La seconde suivante, entendant un cri déchirant, Jacques appela à voix haute. Mais la seule réponse fut le canon sombre d'une arme à feu. Voyant cela, Jacques voulut aussi se cacher dans le brouillard, mais malheureusement, derrière lui se trouvait une falaise. Dans son désespoir, il ne put que laisser échapper la question qui lui rongeait l'esprit, si c'était vraiment à cause de ce lot de drogue, pourquoi l'ennemi les tuait-il tous? Mais finalement Jacques n'obtint pas de réponse. Après avoir confirmé que Jacques était tombé de la falaise, le coupable retrouva Sonia, inconsciente et hébétée. Cette fois, il enleva enfin son masque. C'était toi, enfoiré, à ce stade, tout le monde doit avoir deviné qui est le coupable. Mais savez-vous pourquoi il a fait du mal aux gens? Et comment va-t-il s'échapper de cette forêt dense? Les développements suivants vous laisseront certainement bouche bée. Il était midi le 9e jour, et l'équipe de secours a finalement trouvé le localisateur au sommet de la montagne. Mais la chose étrange est qu'il n'y avait personne à côté. À contre-cœur, l'armée ne put qu'atterrir là-bas, puis ils utilisèrent cet endroit comme centre. Ils déployèrent des opérations de sauvetage dans un rayon de 5 km aux alentours. Peu de temps après, ils trouvèrent l'épave de l'avion écrasé. Puis, en continuant à chercher dans la forêt, ils découvrirent 9 corps soigneusement alignés. Après un examen préliminaire, le commandant réalisa que toutes ces personnes étaient mortes assassinées. Mais pour connaître la véritable cause du décès, il fallait que les légistes procèdent à une autopsie. Cependant, au moment où ils rangeaient leurs affaires pour retourner au camp, ils découvrirent qu'il y avait 10 passeports dans l'avion. En pensant qu'il y avait encore une personne non retrouvée dans la forêt, le commandant en déduisit immédiatement que cette personne était certainement le coupable. Alors il envoya l'armée continuer les recherches, et par prudence. Il invita également un médecin légiste professionnel à pratiquer les autopsies. De manière inattendue, l'appel téléphonique des deux hommes avait été intercepté par Cora, qui attendait depuis longtemps. Elle avait réussi à intercepter le médecin légiste sur la seule route menant au camp, puis elle était passée à l'action alors que l'adversaire n'y prêtait pas attention. Immédiatement après, Cora, se faisant passer pour le médecin légiste, entra dans le camp. Les soldats, n'ayant jamais vu le médecin légiste, ne se doutèrent de rien et la conduisirent peu de temps après devant la morgue. Il transperça le sac mortuaire, et un corps qui aurait dû être mort se leva lentement. Il s'est avéré qu'il avait utilisé le médicament de Travis pour simuler sa mort et se cacher dedans, emprunter la main de l'armée pour s'échapper facilement de la jungle. Et la personne capable de concevoir un plan aussi méticuleux est Kevin. Celui que personne n'aurait jamais soupçonné. On le voit, couteau à la main, s'approcher des cadavres, s'apprêtant à supporter l'odeur nauséabonde pour tout disséquer. Mais à ce moment précis, un bruit soudain se fit entendre à l'extérieur de la porte, il s'avéra que c'était Cora qui voulait empêcher le soldat de rester devant la morgue. Elle expliqua qu'elle avait peur qu'il ne supporte pas la scène sanglante et que cela lui cause un traumatisme psychologique. Mais le soldat dévoué insista pour rester sur place pour surveiller, sans se douter qu'il allait bientôt regretter cette décision.
car dès qu'il entra, il fut assommé par Kevin, qui se cachait dans l'obscurité. Voyant la situation, la réaction de Cora n'était pas aussi enthousiaste qu'espérée, et ce n'est que lorsque Kevin parla qu'elle retrouva ses esprits. Puis elle s'efforça de sourire amicalement à Kevin. Kevin, bien qu'un peu méfiant, ne dit rien. Car à ce moment-là, il était complètement étourdi par la joie de la victoire. C'est aussi le point culminant de tout le plan. Revenons au premier jour, parce que le capitaine avait failli révéler leur secret de transport de drogue. Kevin avait donc agi brutalement pour le réduire au silence et le tuer. Et c'est son cadavre qui a donné à Kevin l'idée de cacher la drogue dans les corps. Le lendemain, il utilisa des champignons vénéneux pour tuer Shavi dans le but d'obtenir le médicament pour le cœur qu'il avait en sa possession. Kevin, expert en pharmacologie, savait que ce médicament pouvait provoquer un état de mort simulé. Cela lui permettrait de tromper l'armée pour finalement s'échapper. Ensuite, il assassina les passagers un par un, d'une part pour cacher son identité de coupable. D'autre part, c'était pour rassembler un nombre suffisant de corps pour cacher la drogue. Quant au fait de contacter sa petite amie Cora pour qu'elle vienne l'aider, c'était d'une part pour qu'elle l'aide à détruire les preuves. D'autre part, c'était aussi dans l'intention qu'ils tuent tous les deux pour se frayer un chemin et s'échapper. Immédiatement après, ils se dépêchèrent de répandre de l'essence dans toute la pièce puis mirent le feu pour détruire toutes les preuves. Mais ils ne remarquèrent pas que le soldat, qui s'était évanoui à cause de la fumée, s'était finalement réveillé, horrifié, mais avait réussi à s'échapper sain et sauf. Au même moment, Claire, inquiète, apprit enfin que le vol avait été retrouvé. Compte tenu de la possibilité que son mari se trouve parmi les 9 corps. L'armée, à contre-cœur, ne put que faire une exception et l'autoriser à venir identifier les corps. Cependant, à ce moment précis, une forte explosion retentit, et ils virent immédiatement un SUV s'éloigner rapidement. L'attention de tout le monde fut complètement captivée par l'adversaire, sans qu'il ne se doute que la situation à l'intérieur de la morgue avait changé. Parce que le soldat a été attaqué par surprise par derrière, il sait maintenant que le coupable est l'un des 9 corps. Mais comme les 8 autres corps ont été complètement brûlés, personne ne sait qui est le coupable. À ce moment-là, certains d'entre vous se souviendront sûrement que Jacques est toujours dans la forêt. Disons-le ainsi, Jacques est vraiment un surhomme. Il a reçu 2 balles et est tombé d'une falaise de plusieurs dizaines de mètres de haut, mais il a été retenu par des branches d'arbres touffus et a finalement pu survivre. Cette histoire est vraiment jusqu'à l'absurde. De plus, même s'il avait survécu à une catastrophe, l'équipe de secours envoyée auparavant ne l'aurait pas trouvé selon la logique habituelle. Mais il sortit une paire de lunettes de soleil pour que la lumière du soleil se reflète, finalement, il fut sauvé de manière inattendue. Le 10e jour arriva, et Jacques, après l'opération, était hors de danger. Et avec sa constitution surhumaine, il raconta immédiatement à tout le monde ce qui s'était passé ces derniers jours. Après avoir appris de Claire qu'il y avait 3 femmes parmi les corps. Jacques devina immédiatement qui était le coupable car, en excluant les 3 femmes présentes, il avait été le témoin oculaire de la mort de tous les autres hommes. Ce n'est qu'en découvrant Kevin que son visage avait été défiguré par les piranhas, le rendant méconnaissable. Ainsi Jacques supposa que Kevin avait dû faire porter ses vêtements à un autre corps. Finalement, il ramassa les balles qu'il avait retirées auparavant et frappa le projectile pour produire un son qui attira tout le monde. Il put ainsi créer une fausse image de sa mort. Maintenant, il suffisait de chercher l'adresse de la compagnie aérienne pour trouver la trace de Kevin. Cependant, à ce moment-là, Kevin ne se doutait pas que le grand danger approchait. Il préparait affectueusement un grand festin de champignons pour Cora tout en se plaignant de la faible capacité du pilote. Il s'avéra que la raison pour laquelle ils avaient volé pendant plusieurs heures et étaient toujours dans la forêt vierge était que le pilote voulait éviter la surveillance du radar de l'armée américaine et avait donc désactivé le GPS. Mais c'est précisément à cause de cela que le pilote a perdu le cap, ce qui a finalement entraîné une panne de carburant et le crash de l'avion. Tout en parlant, Cora sentit quelque chose lui serrer la gorge. Il s'avéra qu'elle avait mangé un champignon extrêmement vénéneux dans la forêt, et à ce moment-là, tous les mystères furent résolus. Vous souvenez-vous de la vidéo testamentaire que le pilote avait filmée dans le premier épisode? La petite amie Cordelia mentionnée était le nom complet de Cora. C'est toi, n'est-ce pas? Après avoir regardé la vidéo, la raison de la réaction violente de Kevin était qu'il savait que sa petite amie lui avait fait un gros cocu. Maintenant que l'amant avait été le premier à être éliminé dans la forêt, c'était au tour de la femme débauchée de payer le prix. Très vite, Cora eut des convulsions continues puis s'éteignit. Kevin, quant à lui, se dépêcha de monter dans l'avion, comptant transporter seul la drogue aux États-Unis pour réaliser d'énormes profits. Cependant, il ne se doutait pas que Jacques avait déjà amené des gens ici. Au moment où il décollait, Jacques tira frénétiquement sur lui. Mais finalement, il ne put que regarder, impuissant, son adversaire s'échapper. Très vite, Kevin survola à nouveau cette forêt vierge, mais à ce moment précis, l'avion émit une sirène assourdissante. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa que le réservoir de carburant était malheureusement vide une fois de plus. Il s'avéra que le tir frénétique de Jacques avait touché le réservoir de carburant. La seconde suivante, le rugissement du moteur s'est soudainement tu. Mais cette fois, mis à part la petite quantité de drogue dans l'avion, il n'avait plus aucune autre aide comme la dernière fois. L'histoire d'aujourd'hui se termine ici. Merci d'avoir regardé le film. Si vous l'avez aimé, veuillez nous donner un like et vous abonner à la chaîne pour nous soutenir.